On va se refaire la cerise. Le podcast de l'expert vélo avec Michael Carminati. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une cycliste passionnée d'ultra-distance et une auteure inspirante ayant parcouru des milliers de kilomètres à travers des défis impressionnants. Mais son histoire dépasse largement le cadre du sport. Elle a trouvé dans le vélo un moyen de s'échapper, de se reconstruire et de reprendre le contrôle de son existence. L'ultra-distance est devenue pour elle bien plus qu'un défi sportif. C'est une quête de résilience, un combat contre ses propres démons, une façon de prouver qu'on peut se relever, avancer et se réinventer. À travers son témoignage, nous allons explorer comment le vélo peut être un levier puissant de reconstruction, comment l'endurance et les défis physiques peuvent aider à retrouver confiance en soi et comment elle a su transformer la douleur en force. J'accueille Avril Laheurte. Vous écoutez On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo. Bonjour Avril. Bonjour Michael. Merci d'être venu me rejoindre ici dans nos studios amateurs. Merci de m'avoir invité. Alors on est à Grenoble, toi tu habites Besançon et on a la chance de t'avoir parce que on en parlera tout à l'heure, mais tu as repris tes études et à travers ta tournée, tu as justement des sessions qui se font ici à Grenoble. Exactement, c'est un pur hasard, mais il tombait plutôt bien. J'étais en session pour 3 jours à Grenoble, là, sur la formation que j'ai repris là sur les TCA. Donc voilà, une chance, mais on profite. On va parler un petit peu de tout ça justement, tout ce qui est TCA. Le sujet qui va nous importer, c'est l'ensemble de qui est Avril Laheurte. Tu es notamment connue sur les réseaux, entre autres, mais aussi dans la vie de cycliste, comme une personne qui pratique ce qu'on appelle l'ultra à vélo. Il y a 2 choses très marquantes qui ont couvert ta vie de cycliste, c'est notamment la race cross. Quand je dis 2, c'est parce qu'il y a eu un échec que tu as montré à l'écran. C'est plutôt rare. Enfin, maintenant, dans l'ultra, ça se fait bien quand même. Et puis une réussite. Oui. Ok, donc voilà. 2 réussites, pardon. Je suis mal documenté. Donc 2 réussites. On va en reparler, on va construire ce parcours. Mais ce qui va m'intéresser moi, nous plutôt, et ce que j'aimerais qu'on fasse partager aux auditeurs, c'est qu'Avril Laheurte, c'est une sacrée personnalité, une sacrée force, et que le vélo a été une résurrection, mais que derrière il y a un passé assez chaotique, dirons-nous. Donc le but du jeu, ça va être de partager un petit peu ça et puis quand même de montrer que le vélo a permis de ressurgir. Avec nous justement, on a une personne pour ces échanges. Voilà, je suis accompagné de quelqu'un. C'est la petite voix que vous entendez en début de ce podcast, justement. Bonsoir Ludivine Morino. Bonsoir Michael Carminati. Alors la voix a été remasterisée un petit peu, mais on la retrouve bien. Alors Ludivine, pourquoi tu es là ? Alors on ne devient pas spécialiste des violences conjugales, parce que ça fait partie des thèmes qu'on va aborder ce soir. Avril nous le racontera, mais elle l'a vécu. Toi Ludivine, tu as vécu la violence et à ta manière, tu as su te reconstruire, la violence au sein de ton couple, à un moment donné dans ta vie, voilà. Tu as su te reconstruire, mais c'est surtout ce qui va nous intéresser, c'est que c'est toi qui vas mener la discussion avec Avril pour poser les bonnes questions, parce que nous, en tant que, du moins je me dis nous, en tant qu'hommes qui n'avons pas vécu ces violences, on a souvent tendance à dire, la question c'est, Avril, Ludivine, quand vous avez vécu les violences conjugales, pourquoi vous n'êtes pas partis tout simplement, voilà. Donc Ludivine, je te laisse la parole un petit peu pour recréer peut-être le parcours d'Avril et à vous la main, qu'on connaisse un petit peu ce passé difficile, voilà, qui a construit Avril. Donc Sans repère est un titre évocateur et c'est le titre du livre que tu as écrit. Tu peux nous expliquer un petit peu plus la signification de ce titre, comment il reflète aussi ton parcours personnel et ce que ça représente pour toi ? Alors oui, il est assez évocateur, le titre. En fait, j'ai perdu mon père quand j'avais 6 ans, 6 ans et demi. Et je pense que ça a été vraiment un point marquant en fait de toute mon histoire et même de ma personnalité finalement. C'est une période assez charnière, 6 ans dans le développement de l'enfant, en particulier on parle du complexe d'Oedipe notamment, et donc voilà, ça a été vraiment un point, on va dire,
qui a tout bouleversé. Vraiment, ce décès, ça a vraiment cassé quelque chose en moi et je pense que ça a été vraiment le début de pas mal de douleurs et de périodes très complexes quand même. Donc ce titre, il s'est imposé en fait, parce que pour moi, l'histoire, elle commence là en fait, vraiment à la mort de mon père. Alors, je tiens à signaler, je vous coupe, excusez-moi, mais que le livre, pour nos auditeurs qui nous écoutent en audio, ils sont nombreux, Repère, c'est bien évidemment au pluriel, mais c'est R-E, entre parenthèses, entre slash, père au singulier, et à nouveau entre slash avec un S. Donc le jeu de mots sans repère, voilà, et sans père aussi, c'est ce fameux jeu de mots. Exactement, je pense que ce jeu de mots, il veut tout dire en fait. C'est vraiment, j'ai perdu mon père, mais j'ai aussi perdu tous mes repères quand il est parti. J'avais vraiment, c'était dans une phase de ma vie où en fait c'était un peu mon Dieu, je n'avais Dieu que pour lui. Et finalement, le fait de le perdre aussi jeune, j'ai longtemps erré en ayant l'impression de pas vraiment savoir qui j'étais, de pas avoir vraiment de repères en fait sur lesquels m'appuyer de façon tangible en fait. Et voilà, ce titre pour moi c'était vraiment une évidence. Il n'y avait pas d'option possible. Donc tu le dis, tu l'as perdu dans ta jeune enfance. Tu dis clairement que du coup tu as perdu tes repères. Et du coup, les conséquences sur la construction d'une jeune ado ensuite, comment ça a influencé cette période-là de ta vie et ton rapport aux autres? Alors déjà, j'étais une enfant, avant son décès, déjà un peu particulière quand même. Assez introvertie, j'étais plutôt en avance déjà sur les autres parce que je m'intéressais pas aux mêmes choses tout simplement. J'avais vraiment toujours eu envie d'apprendre beaucoup. Ma grand-mère, elle a beaucoup participé à ça en m'apprenant à lire très jeune. Enfin voilà, j'étais assez en avance, donc assez en décalage finalement par rapport aux autres enfants. Et le décès de mon père a marqué encore plus les choses parce que j'ai été mutique complètement. Donc ne pas réussir à parler quand on est enfant, en maternelle, en primaire, enfin c'est assez compliqué pour créer des liens. J'arrivais pas à jouer forcément avec les autres. Et en fait, je me suis construite à travers cette croyance que j'étais incapable de tisser des liens. Et ça a engendré du coup des difficultés clairement à créer des relations, à me sentir à l'aise dans un groupe, à prendre la parole. Enfin voilà, c'était des choses qui étaient très compliquées pour moi. Et qui s'est du coup un petit peu matérialisé par du harcèlement, parce que forcément j'étais différente, donc c'est compliqué au collège d'être différent des autres, et donc forcément il y a une distance qui se crée, et donc du harcèlement, des choses un petit peu difficiles à vivre. Et je pense que je me suis vraiment construite autour de ça en fait, autour du fait que je savais pas vraiment qui j'étais. J'avais pas vraiment de repères, franchement c'est vraiment le mot, et par la suite ça a créé des troubles alimentaires qui sont pas uniquement dus à ça bien sûr, mais qui, je pense, tout ce contexte là a favorisé quand même. Ok, tu mentionnes après avoir remporté des titres sportifs, avoir entamé des études aussi en psychologie, que tu as arrêté en master. Tu dis que chaque projet se soldait à ce moment-là par des échecs. Pour autant, tu étais déjà très sportive et voilà. Est-ce que comment tu percevais ces expériences à cette époque-là ? Est-ce que tu avais suffisamment de recul pour en être consciente de ces échecs, et comment tu as donné une autre impulsion aussi En fait, au niveau du sport, j'ai découvert le sport assez tardivement finalement au lycée. Enfin, j'avais 13-14 ans, mais j'étais au lycée avec la course à pied. Et très rapidement, c'est quelque chose qui m'a permis, pour le coup, de m'insérer un peu plus socialement. Et donc ça me plaisait, voilà, de faire du sport. En plus, j'étais la seule fille, et du coup j'étais forcément la plus forte parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Donc ça me donnait un rang social en fait que j'avais jamais atteint par ailleurs. Donc ça c'était quelque chose d'assez valorisant pour moi. Et puis derrière il y a eu les troubles alimentaires qui m'ont fait arrêter la pratique du sport. Puis j'ai repris uniquement au moment où j'ai repris mes études en parallèle. Et en fait, à partir de là, c'est devenu assez compliqué parce que effectivement, tout se soldait par un échec. Alors, je réussissais des choses dans le sport, je réussissais des choses dans mes études, mais je finissais toujours par laisser tomber ou me penser incapable d'y arriver. Et finalement, c'était mes peurs qui parlaient, et
je préférais presque abandonner avant même d'essayer, plutôt que de me confronter à un échec, en fait. C'était quelque chose de vraiment presque intolérable pour moi, j'ai envie de dire, de me dire que j'allais peut-être échouer, alors qu'avec du recul, je me serais dit, je vais peut-être réussir, quoi. Mais bon, ça c'est venu plus tard. Et après, le sport m'aidait quand même un petit peu à aller au-delà de ça, parce que quand je me préparais pour un objectif, finalement, je m'en sortais bien, j'y arrivais. Mais j'ai jamais réussi à ce moment-là à le transposer aux autres sphères de ma vie, en fait. Ça a été encore à ce moment-là un peu trop fragile, quoi. Le sport que tu pratiquais, c'était le duathlon, hein, c'est ça, hein, donc course à pied, vélo, hein, pour bien expliquer à tout le monde. Ok, moi j'ai juste une question. Je sais parce que tu nous as parlé en off, et je voudrais juste revenir dessus. Mais quand ton père est décédé, la relation avec ta mère était compliquée? Oui. On a toujours eu une relation assez compliquée avec ma mère. Alors pendant très longtemps, j'ai pensé juste qu'elle ne m'aimait pas, tout simplement. Avec du recul et beaucoup de travail sur moi-même et de recherche aussi, j'ai fini par comprendre que c'est surtout qu'elle portait des blessures en elle assez vivaces et qu'elle les reportait sur moi finalement. Et que c'était pas moi le problème, donc ça m'a enlevé une grosse part de culpabilité, mais très tardivement. Et donc les relations étaient assez compliquées. Ouais, ma mère, elle aurait voulu, je pense, un garçon, enfin elle le disait même. Pas parce qu'elle ne supportait pas les filles, mais parce qu'elle avait des blessures, comme j'ai dit, qui du coup lui faisaient peur. Voilà, elle avait peur que je vive la même chose, etc. Donc on avait une relation assez compliquée, conflictuelle même souvent. Ça a compliqué un peu les choses pour moi aussi. Donc l'engrenage, après, du coup, quand on grandit avec tout ça, avec ce bagage, comme tu le dis, on cherche pas forcément à le guérir, on cherche des fois à l'enfouir. Du coup, Ludivine, les rencontres qu'on fait sont pas forcément les bonnes, ou plutôt à l'inverse, on attire les gens qui sont ressemblants à la situation qu'on veut, c'est ça? Bah, c'est ça, on en discutait un peu tout à l'heure en off. Je pense que j'ai toujours voulu sauver ma mère du fait qu'elle s'est retrouvée seule avec 2 enfants, elle était très déprimée à ce moment-là, ce qui était normal. Mais moi, enfant, j'avais pas conscience de ça et j'aurais voulu la sauver, j'aurais voulu toujours l'empêcher de souffrir, en fait. Et ça ça a duré très longtemps parce que je pense que j'ai vraiment dit stop à cet engrenage en 2019, hein, donc c'est pas vieux. Mais du coup, je pense que ça a vraiment orienté mes relations vers des personnes que je pensais pouvoir sauver aussi. Et donc forcément, c'est des personnalités qui, d'une certaine manière, peuvent profiter, même si c'est pas forcément conscient, mais de cette volonté de les aider, de les sauver, et puis finalement instaurer des relations qui sont toxiques, quoi. Et je connais malheureusement bien ce mécanisme aussi. Et une relation toxique va parfois jusque dans les tréfonds, jusqu'aux choses les plus graves et jusqu'à la violence, qui peut être de plusieurs formes, psychologiques, financières, et elle peut être aussi physique. Et tu as connu ces différentes sortes de violences par la suite. Oui, c'est ça. Alors, j'ai toujours connu des violences. Ma première relation amoureuse était déjà violente. Et pour moi, c'était un peu une forme de norme, en fait. C'est-à-dire que mon premier copain était quelqu'un de très jaloux, possessif, qui avait une emprise totale sur moi, qui a réussi en quelques mois à me couper totalement de mon cercle d'amis, que j'avais quand même réussi à créer au lycée. Et qui a même, des fois avait des gestes de violence physique aussi, mais que je ne considérais pas comme tel. Pour moi, c'était ça l'amour, en fait. Voilà, j'étais prête à tout accepter pour que, un homme puisse m'aimer, m'apprécier. Donc, c'est quelque chose que j'ai un peu toujours connu, finalement. Heureusement, pas toutes mes relations, mais globalement, c'était quelque chose qui revenait souvent. Et puis ça s'est vraiment matérialisé, vraiment... c'est devenu vraiment visible et notable dans mes 2 dernières relations. Notable jusqu'à aller déposer plainte suite à ta dernière séparation pour des violences physiques assez importantes. Déjà bravo, parce qu'on le fait pas toutes, je suis concernée. C'est quelque chose de difficile, c'est vraiment une étape de faire la démarche d'aller déposer plainte contre une personne. On se l'est dit, mais on a toujours tendance, et même si on est victime, à protéger l'autre.
qui souvent à l'extérieur donne une image totalement différente de la personne qu'il est à la maison quand on le connaît de l'intérieur. Donc bravo. Et après, ça c'est une étape, mais il y a tout le reste derrière, c'est qu'il faut arriver à se reconstruire. Donc est-ce que tu peux nous dire comment t'es arrivé à te reconstruire toi, et puis peut-être aussi comment tu peux inciter via les réseaux, puisque tu avais fait une publication sur ce sujet. Est-ce que d'autres personnes en parlent? Parce que malheureusement, je pense qu'on est encore trop nombreuses à avoir connu des épisodes comme ça et à ne pas parler parce que la pression, parce que le jugement de l'autre, parce que souvent on se dit comment cette personne avec ce caractère-là a pu accepter ça et n'est pas partie. Voilà. Quand on le vit de l'intérieur, c'est très différent. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je rebondis juste sur quelque chose que tu as dit juste avant, où tu as dit comment on peut porter plainte contre une personne. C'est surtout une personne qu'on aime, en fait. Le problème et le paradoxe, il est là. C'est que c'est une personne qu'on aime, et il y a une forme d'emprise, en fait, qui est installée. Et c'est très compliqué de faire la part des choses entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ce qui est de l'ordre de l'amour et ce qui ne l'est pas non plus. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une démarche qui est assez complexe, et c'est compréhensible que peu de femmes, même d'hommes, parce qu'il y a aussi des hommes battus, mais qui n'osent pas faire la démarche, ou qui n'en sont pas capables, tout simplement parce que peur des répercussions sur l'autre, peur de perdre cet amour, malgré le fait qu'il soit nocif. En fait, il y a une forme de peur d'abandon qui est très présente. Donc voilà, c'est une démarche qui est très très compliquée à faire. Et même si elle est nécessaire, on comprend assez facilement pourquoi c'est aussi complexe de passer le pas, quoi, de vraiment y aller. Maintenant, comment on se reconstruit de ça? Difficilement. Parce qu'en fait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure un peu en off, c'est que pour arriver à des violences physiques, bien souvent, il y a une escalade avant de violences psychologiques, de violences financières, comme on disait, ou sociales. Enfin voilà, il y a énormément de choses. En fait, une emprise qui vient intervenir sur de plus en plus de sphères de la vie de sa propre vie. Et une estime de soi qui diminue, en fait, tout simplement. On en vient déjà, il y a une culpabilité énorme qui nous est renvoyée, puisque si les choses se passent ainsi, c'est de notre faute. Donc si on adhère à ça, en fait, on perd totalement confiance en soi. Et on adhère forcément, puisque il y a de l'amour, il y a de l'emprise. Et donc se reconstruire après ça, c'est déjà commencer par reconstruire un peu l'image qu'on a de soi-même, en se disant que c'est pas de notre faute, que on n'est pas là pour sauver les autres de leur comportement nocif, mais que on a déjà bien assez à faire avec soi-même déjà, et qu'en aucun cas aucune forme d'amour ne s'exprime de cette façon. Voilà, c'est arriver à juste remettre les choses dans le contexte et à se dire que ce n'est pas de l'amour, c'est tout autre chose. On peut la qualifier comme on veut, mais en tout cas, c'est pas ça qu'on doit recevoir de la part de quelqu'un qui nous aime. Et déjà, juste se détacher en fait de cette image qu'on a de soi, c'est déjà une première étape qui est déjà bien complexe, qui je pense est la plus charnière. Ce qu'on disait tout à l'heure, arriver à se féliciter aussi d'avoir pris conscience des choses. Alors des fois, même avant d'être capable de partir, mais juste déjà avoir pris conscience que c'est pas la norme. Et ensuite, petit à petit, se reconstruire. Et moi, j'ai fait l'erreur de pas du tout me faire suivre, de pas demander d'aide. Voilà, comme d'habitude, j'ai voulu mettre sous le tapis en disant bon, allez, si je fais comme si ça n'existait pas, ça n'existera jamais. Et puis, ça m'est revenu en boomerang. Et finalement, je me fais suivre depuis un an, quasiment un an maintenant. Et ça m'a beaucoup aidée. Donc voilà, demander de l'aide, ne pas se sentir isolé. Justement, tu parlais du regard des autres, sur le fait que on peut se dire, ils vont penser de moi que je suis pas capable de gérer mon couple, de je ne sais quoi. Enfin, on s'imagine tellement de choses, en fait, alors que bien souvent, les autres, ils pensent pas du tout ça. Et plutôt, essayer de sortir de l'isolement et aller parler un maximum. Alors, moi, j'ai parlé sur les réseaux. C'est sûr que c'était un pari risqué. Parce que il faut être capable de faire face à la critique quand on s'expose, et faut être assez armé psychologiquement pour ça. Je me sentais suffisamment forte pour recevoir des critiques, donc je l'ai fait, mais sans parler d'aller aussi loin, juste en parler à une amie, en parler à un médecin, enfin voilà, des gens qui sont de confiance et
Ça, c'est vraiment la base, quoi, j'ai envie de dire. Pour commencer à se reconstruire. Et après, chacun trouve sa voie, sa façon à lui, elle, de vraiment refonder, remettre les bases et puis de créer de nouvelles fondations parce qu'on doit repartir quasiment de zéro. On doit repartir de zéro, le chemin est long, mais il en vaut la peine. Et puis, chacun essaye de faire sa reconstruction comme possible. Et toi, c'est passé principalement aussi par le sport. Ça peut passer par plein d'autres choses, pour ceux qui nous écoutent et qui ne font pas forcément du sport à ton niveau. Mais en tout cas, ça peut être un échappatoire, ça peut être celui-là, ça peut être un autre, qui peut permettre aussi de reprendre confiance en soi et de regagner l'estime de soi. Vous écoutez On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo. Merci Ludivine. Donc justement, la transition est toute trouvée, le vélo comme exutoire. Du coup, ça s'est passé comment ? En fait, ça a commencé avant même que je me sépare de mon conjoint. Ça n'allait plus du tout depuis un certain temps. Moi, j'étais repartie quand même un peu à fond dans les TCA, même si je me voilais la face. J'avais beaucoup perdu de poids. Enfin voilà, il y a des choses qui me sautaient aux yeux sur le fait que ça n'allait pas, mais je voulais pas voir vraiment la vérité en face. Mais on partait en vacances dans le sud, à côté de Nice, et en fait, j'ai dit non, mais moi je descends en vélo. Alors il m'a regardé, il était cycliste, hein, mais il m'a regardé, il a dit mais n'importe quoi, on part une semaine, non quoi. Et j'ai dit non, mais si, moi je descends, je mettrai 3 jours max, mais je descends en vélo. Et donc j'ai fait ça complètement à l'arrache. J'ai commandé des sacoches, des trucs 2 jours avant de partir, des lumières. Enfin franchement j'avais rien. J'ai été pomper un itinéraire sur la traversée des Alpes en me disant ça a l'air génial. Je faisais pas mal de vélo, mais ma plus longue sortie ça devait être 200 bornes quoi. Non, ou peut-être à peine plus, mais franchement pas grand chose. Et je me suis lancée en fait, et ça a été une révélation, une délivrance pas possible en fait. Je me suis jamais sentie jusque-là aussi bien qu'à ce moment-là, où vraiment j'étais toute seule sur mon vélo, dans des paysages qui me plaisaient, sans contrainte, sans rien. Enfin voilà, c'était vraiment une libération. Et en fait, je me suis découverte. Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout celle qu'on voulait me laisser penser, que en fait j'avais un mental de fou. Que le dernier jour, je me rappelle, j'ai eu de la pluie toute la journée, il faisait 2 degrés en haut de la Bonnette, enfin, des conditions exécrables, c'était en 13 août, hein, mais c'était terrible. Et en fait, j'avais le smile jusqu'aux oreilles, et je me disais, ouais, c'est génial ce que je vis, enfin. Et là, je me suis dit, mais en fait, je ne colle pas à l'étiquette qu'on me donne depuis des années, que ce soit au niveau familial ou au niveau de mon couple. Je suis pas du tout ce que j'imagine être, en fait. Et ça m'a mis une claque, hein, vraiment. Je me suis dit, mais ça a tout remis en question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en fait finalement ? Et si j'étais pas à l'opposé de ce que je suis depuis des années pour plaire, pour rentrer dans un moule. Et quand je me suis séparée, derrière il y a eu une deuxième relation qui s'est enchaînée, très violente, encore plus violente. Et il y a en même temps, je me rappelle, j'étais enfermée chez cet homme et je pouvais même pas sortir. Et là, sur internet, je vois les inscriptions pour la Race Cross France. Et je dis allez, je m'inscris. Et voilà, je me suis inscrite comme ça en me disant j'ai fait 700 bornes la dernière fois, là c'est 1000, c'est quoi 300 bornes de plus, c'est pas grave. Et je me suis inscrite et en fait à ce moment-là, j'avais plus de vélo, j'avais plus rien. Enfin, j'étais vraiment à sec de tous les niveaux. Et j'avais même pas le droit de faire du vélo d'ailleurs. Et en fait, le fait de devoir m'entraîner pour cette course, ça a été un peu mon moyen de m'en sortir en fait. De dire non, en fait, je vais aller avec mes copains, retrouver les gars avec qui je roulais il y a des années pour m'entraîner. Je vais retrouver mon vélo, je vais me donner les moyens de le récupérer chez mon ex-conjoint. Enfin voilà, je vais faire les choses parce que j'ai cet objectif en tête et que je sais que je fonctionne comme ça. Quand j'ai un truc en tête, je vais me donner les moyens. Et en fait, ça a été ce qui m'a permis de sortir de cette relation. Et surtout de vraiment découvrir que j'étais complètement différente de ce que je pensais être au départ, quoi.
Donc ça a été vraiment le vélo, pour le coup, pas dire qu'il m'a sauvée, mais presque, quoi. Parce que... Est-ce que c'est ce temps de solitude durant l'effort? Parce que quand on fait 700 km ou 1000 km, c'est énorme. Hein. Alors, je ne sais pas nos auditeurs ce qu'ils font habituellement, mais en général, déjà, quand on fait une sortie de 6, 7, 8 heures seul sur son vélo, on a déjà le temps de cogiter, de réfléchir à beaucoup de choses. C'est ces temps de solitude qui t'ont permis d'avoir le déclic et de souffrance? Ouais, alors pas forcément de souffrance, parce que honnêtement, quand je repense en tout cas à la traversée des Alpes, je pense pas du tout à la souffrance, j'ai pas du tout souffert. Un peu plus sur la race cross, mais là pas du tout. C'était vraiment la solitude, le fait d'être seule face à moi-même, de pouvoir faire un point sur ma vie, un moment où il n'y avait pas de tumulte en fait, rien d'autre à penser. Parce que finalement, en voulant un peu cocher toutes les cases de ma vie, j'avais jamais trop le temps de me poser sur qui j'étais vraiment, est-ce que j'avais envie de faire de ma vie. Je remplissais des cases en disant voilà, j'ai une relation, un travail, un ci, un ça, et puis ça plaît à tout le monde, c'est parfait, mais en fait moi ça me plaisait pas, quoi. La maison avec le chien, ça coche les cases. C'est ça, exactement. Tout était parfait, mais en fait il me manquait quelque chose. Et ce moment de solitude, il a révélé complètement le fait que je passe à côté de ma vie, quoi. Alors, pas complètement, parce que je vais pas cracher sur tout ce qu'on a vécu, il y avait des belles choses, et je suis très heureuse d'avoir vécu beaucoup de choses, mais j'étais pas moi-même. Et en fait, cette solitude, le fait d'être complètement isolée, mais d'une autre manière, je me sentais vraiment heureuse. Et je me suis dit, en fait, je peux être heureuse, déjà une révélation, parce que je savais pas si j'en étais capable. Et je peux faire quelque chose qui me plaît vraiment, quoi. Elle a donné quoi, cette première race cross, du coup? Ça a été j'ai été submergée par des tonnes d'émotions. Elle a été franchement révélatrice de plein de choses chez moi. Déjà physiquement, parce que je savais pas si j'allais être capable de faire ça. J'avais quand même beaucoup maigri. Je m'étais entraînée dur, mais il y avait quand même... je portais un peu sur moi quand même les traces de souffrance des dernières années, quoi. Et en fait, je me suis épatée parce que physiquement, j'étais bien. Et au niveau relationnel, social aussi, parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de m'ouvrir aux autres de façon un peu spontanée. Donc sur quoi? Sur les arrêts, sur la fin de course, début de course, c'est ça? Sur les arrêts, sur le début de course. J'ai aussi rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait de nombreux kilomètres, qui a été très présent pour moi, parce que je suis tombée en plus sur la première race cross. Et en fait, je ne pensais pas capable de tisser des liens aussi rapidement, aussi forts avec des gens. Et donc ça a été aussi une chose que j'ai découvert de moi-même. La résilience, je n'avais pas conscience à quel point j'étais résiliente, parce que comme je dis, je suis tombée la deuxième nuit. Je me suis fait très mal. Le lendemain, en fait, j'ai perdu la capacité de tenir ma tête progressivement au fil de la journée. Donc j'ai passé à peu près 300 bornes à tenir ma tête dans ma main, avec des buffs, en essayant des systèmes, des stratagèmes, sans jamais parvenir à faire quoi que ce soit, jusqu'au moment où j'ai lâché prise. Pareil, quelque chose qui m'était jamais vraiment arrivé, de me mettre à pleurer sur le bord de la route, à me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, et d'un coup avoir une solution et être la plus heureuse. Voilà, j'ai accroché ma tête avec une chambre à air à la selle, j'ai fait un montage, mais j'ai dit je veux finir, et en fait j'étais trop heureuse de ma solution, et je me suis dit mais en fait dans toutes les situations de ma vie j'ai agi comme ça, et finalement j'en avais pas conscience. Et puis la rencontre aussi avec Steven Le Yarrick, qui lui m'a été éclaté, était pas très conscient, pas très lucide, mais qui m'a dit un truc qui a transformé ma vie, en me disant mais c'est la première fois que tu lâches ta tête. Donc là ça a été le point final de mon aventure. Et derrière aussi tous les retours que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux, les échanges, où je me suis rendu compte que finalement j'avais énormément de gens bienveillants autour de moi, et je m'en étais pas rendu compte en fait jusque-là, et ça m'a complètement ouvert et changé cette race cross. Du coup tu te dis tiens, le prochain défi c'est 2500 au lieu de 1000, et là par contre compliqué, la première tentative compliquée, mais c'était quoi? C'était la tête, c'était le corps, c'était quoi? C'était tout. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir voulu me prendre en charge, d'avoir voulu plutôt mettre tout sous le tapis. Finalement, c'est ressorti puissance 1000 un an après, quoi.
où vraiment, alors, en plus de ça, je me plaisais plus dans mon travail. Enfin, il y a eu plein de facteurs, mais où vraiment tout m'a lâché en fait. Mon corps, ma tête, j'ai eu des retours des conséquences plutôt de mon anorexie plus jeune, avec de l'ostéopénie, des problèmes osseux quoi, et des fractures de fatigue. Enfin, énormément de problèmes de santé, et puis la tête qui tenait plus du tout mentalement quoi. C'était là cette fois-ci, elle me lâchait, mais d'une autre manière. Et en fait, je pense qu'avant de partir, je savais que ça irait pas. Parce que j'étais épuisée dans tous les sens du terme, mais j'avais tellement besoin de revivre cette aventure que je me suis accrochée aux moindres petits signaux verts que je trouvais, et puis très rapidement dans la course c'est devenu impossible quoi. Voilà, en plus de ça, j'ai pas eu de chance, j'ai eu mes règles, j'avais des douleurs atroces. Enfin, franchement, j'ai fini la course dans un état assez catastrophique, et j'étais pas fière d'être allée aussi loin, en fait, dans la douleur, mais vraiment, je cherchais pas à aller plus loin pour continuer avec cette douleur. Je cherchais vraiment à aller plus loin parce que j'avais besoin de revivre cette aventure, comme si ça allait me sortir à nouveau de l'état dans lequel je me trouvais avant. Et le fait que je doive m'arrêter, ça a été très compliqué à accepter. Mais finalement, ça a été très salvateur parce que derrière, ça a été très très dur pendant des mois. Il a fallu tout chambouler, accepter que j'avais quand même des choses que j'avais sur le cœur et qu'il fallait que ça sorte d'une autre manière que sur le vélo. Mais ça a été salvateur parce que ça m'a permis de me prendre en main sur plein de niveaux, grâce à notamment un médecin que je salue si un jour il m'écoute, mais qui a vraiment tout changé dans ma prise en charge, et qui est parti de ce pourquoi je m'étais arrêtée sur cette race cross, et qui a tout soigné petit à petit. Est-ce que du coup cette communauté ultra que tu as rencontrée, puisque tu étais cloisonné jusqu'à présent là où ces deux personnes voulaient bien te mettre et te contenir, est-ce que ça t'a permis de trouver des gens qui t'ont apporté une vision différente de toi et surtout un soutien différent? Tu parlais de quelqu'un qui t'a donné le petit déclic au bon moment, mais cette communauté ultra, elle t'a épaulé ou elle t'épaule encore? Ouais, toujours. En fait, on retrouve beaucoup les mêmes personnes en ultra, hein. C'est des gens qui sont pas forcément animés par la performance pure, mais par le dépassement de soi, et qui vont chercher quelque chose en fait. C'est pas rare que les gens, avant ou après un ultra, ils aient un changement radical dans leur vie, et que souvent l'aventure qu'ils vivent, alors qu'elles soient en course ou pas, hein, mais elle est un peu un élément clé de leur décision en fait. Et du coup, c'est des personnes qui réfléchissent, qui se remettent en question, qui sont en train de traverser quelque chose, en fait, souvent. Et je me suis retrouvée complètement dans cette communauté, et surtout des gens extrêmement bienveillants et qui m'apportent et toujours énormément. Voilà, j'ai pas une énorme communauté, mais c'est des gens qui sont fidèles depuis des années, qui prennent de mes nouvelles, qui sont attentifs au projet, et qui du coup me font me sentir, qui font que je me sens appartenir à un groupe, on va dire, à quelque chose. Et ça, c'est assez nouveau pour moi. Et ça m'apporte énormément. Voilà, c'est une communauté très bienveillante et très ouverte. Alors peut-être aussi parce que c'est des gens qui voyagent d'une certaine manière. Je pense que ça ouvre énormément l'esprit. Mais c'est des gens assez formidables dans l'ensemble, quoi. Deuxième fois sur la Race Cross avec le format 2500, donc troisième fois en tout. Là, par contre, c'est réussite, ça met la balle au fond. C'était pas gagné. C'était pas gagné parce que après ce premier échec, j'ai mis beaucoup de temps avant de remonter sur le vélo, quasiment 5 mois et demi, je crois. Et derrière ça, je pouvais plus du tout faire de vélo, hein. J'avais une névralgie pudendale, donc en fait, au niveau du pubis, c'était impossible de monter sur un vélo. En plus de ça, j'avais une fracture de fatigue au talon, donc je pouvais pas non plus courir. Donc ça a été des mois très très compliqués. Et derrière ça, une remise en question, et puis un petit peu le retour de bâton de toutes ces années à vouloir avancer coûte que coûte, et une bonne dépression par-dessus qui a été très sévère, vraiment un épisode dépressif assez sévère en début d'année 2024, qui faisait que j'avais pas trop la force en fait d'aller m'entraîner, de rouler, de courir, c'était très compliqué. Et je me suis juste mis des routines, voilà, et puis je me suis dit je change complètement de mindset, et si le seul objectif c'est de revivre une aventure, et peu importe ce qui se passera, peut-être que j'arrêterai au bout de 800 km, c'est pas grave, mais
je veux m'y préparer comme je peux et pas me mettre de pression en fait. Voilà, tout ce que je veux c'est repartir. Peu importe si ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, peu importe, mais je veux juste faire cette démarche de repartir et dans un autre état d'esprit. Et finalement, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Et au départ, j'étais extrêmement sereine, j'étais super contente de retrouver les gens que maintenant je connais de cet univers. C'était très, très sympa de revoir tout le monde, de revoir des gens qui m'avaient vu échouer l'année d'avant et qui étaient super heureux de me voir présente aujourd'hui. Enfin, je me suis dit, mince, je pensais pas qu'il y avait cet impact que le fait d'avoir montré ouvertement le fait que j'étais déçue, que j'avais mal, ça avait autant touché les gens. Je pensais pas à ce point. Ça va à l'inverse un peu de la tendance des réseaux sociaux où on montre souvent que le bon côté des choses. C'est ça. Moi, j'ai tendance à faire l'inverse, en fait, à montrer quand ça va pas plutôt que quand ça va bien, parce que finalement, quand ça va bien, tout le monde peut montrer. Enfin, voilà. Moi, je me dis, j'arrive à le faire quand ça va pas, autant en profiter et puis parler pour ceux qui osent pas, voilà. Et là, j'ai été vraiment surprise et touchée de voir autant de gens contents de me voir. Et je sais pas, je suis partie dans un état d'esprit où j'étais super heureuse. Rien ne pouvait me changer cette humeur, quoi. Je suis tombée juste avant le départ, comme une cruche. Et c'est pas grave, quoi. Voilà, je me suis dit, allez, c'est pas grave. Alors que je suis du genre à focus un peu là-dessus d'habitude. Enfin, voilà. Et l'aventure s'est passée de manière merveilleuse. En fait, j'ai profité de chaque instant. Je me mettais pas la pression sur les temps de course ou quoi que ce soit. En fait, je vivais mon truc. Voilà, même le Massif Central, je me suis arrêtée avant pour le voir de jour. Des trucs que j'aurais jamais pensé faire l'année d'avant parce que je voyais que la perf. Et là, non, je me suis dit, non, je profite. Et en fait, c'était génial, quoi. J'ai adoré du début à la fin. Vous écoutez On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo. Est-ce qu'il y a une avril avant l'ultra et une avril maintenant, ou finalement c'est la même qui a réussi à guérir ses blessures et à parler aux autres? Je pense que c'est la même personne au fond, mais juste elle est sortie de sa coquille un petit peu. Je pense que la première personne surprise de ce changement, c'est moi. Parce que voilà, c'est vraiment l'ultra, je pense, m'a vraiment appris à accepter qui j'étais et à juste laisser couler, quoi, et pas à tout prix chercher à correspondre à des attentes, des choses. Voilà, juste finalement, je me suis rendu compte qu'en étant moi-même, ça se passait beaucoup mieux et ça a juste conforté ça, quoi. Alors maintenant, il y a un vrai présent. J'ai vu récemment que tu suis une vraie préparation physique. Donc cette fois-ci, c'est suivi avec un coach. Ouais. Déjà, qu'est-ce que tu fais comme exercice et qu'est-ce que tu prévois d'aller rouler en ultra? Alors, la préparation physique, c'est pareil, c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps et que je n'osais pas du tout passer le cap parce que peur d'aller en salle, peur de pas correspondre, voilà, aux critères pour aller dans une salle de sport. Enfin bref, des idées un peu arriérées, mais voilà, c'était comme ça. Et j'ai fait la rencontre de José, là, qui est un préparateur physique, qui lui m'a dit non, viens. Et voilà, qui a tout changé là-dessus. Franchement, aujourd'hui, je me verrais pas me passer de la salle, honnêtement. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais ça m'apporte beaucoup. Et surtout, physiquement, en fait, je vois vraiment des effets. Voilà, comme je disais, j'ai eu pas mal de stigmates de l'anorexie qui sont ressortis seulement récemment, avec voilà, une fragilité osseuse, et une prise de poids aussi qui était un peu due à toutes ces restrictions pendant des années et que j'avais du mal à gérer. Et en fait, la salle, elle vient un peu équilibrer tout ça et surtout me préparer pour la suite parce que maintenant que j'ai vu que je pouvais le faire en étant détendue, j'ai envie d'aller performer un peu dans cet état d'esprit sans chercher à tout prix la perf, quitte à voilà, mettre en danger, mais juste aller titiller un peu mes limites. Il y a une notion de guerrière aussi, là, du coup, qui sort. Ouais, je suis quand même très compétitrice, enfin, vis-à-vis de moi-même en tout cas, voilà, pas forcément vis-à-vis des autres. Même pas trop en fait, mais vis-à-vis de moi, ouais, de toujours faire mieux, oui, ça c'est important. Et du coup, j'ai commencé ma saison là au mois de janvier au Maroc sur un gravelman. Voilà, c'était génial, j'avais presque pas roulé depuis des semaines, mais je me suis vraiment fait plaisir. J'ai vu que la prépa physique elle payait vraiment. Je me sentais en forme. Bon, j'ai eu un petit incident technique avec une mule, mais rien de notable en tout cas sur le vélo. Enfin voilà, j'étais assez à l'aise, donc la suite ça va être la Race Cross. Je me suis réinscrite sur la 2500, ça me paraissait logique. Qui est cette année?
début juin. Et puis, pourquoi pas en faire une autre de la série, mais ça reste à définir. Et puis, après, j'avais prévu de faire un 1000 en Italie, mais disons que les choses évoluent et que je suis en train de préparer un projet off que j'espère pouvoir mettre en place sur septembre-octobre, et que là, ce sera beaucoup, beaucoup plus long. D'accord, donc quelque chose de bien plus gros et conséquent, quoi. Ouais, mais qui sera pas du tout typé course, mais vraiment aventure et qui a énormément de sens pour moi, donc voilà. Point de vue professionnel, du coup, on en le disait en intro, tu as la chance d'être en mouvement, tu as cette facilité à pouvoir switcher et à se dire, moi j'ai envie de faire ce qui me plaît désormais. C'est quoi Avril Laheurte côté professionnel désormais ? Alors, ça a été longtemps une remise en question déjà. Et puis aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie, en tout cas celle qui me parle le plus. Je suis un diplôme universitaire là, pour prendre en charge les TCA, donc les troubles alimentaires. Les troubles du comportement alimentaire. Hein. Ça, les troubles du comportement alimentaire. Et à côté de ça, je me prépare pour le diplôme de diététicienne. Voilà. Ce sera pas ma voie favorite, mais en tout cas, je pensais que c'était utile. Et puis en parallèle, en fait, je suis sur le projet de créer un réseau de professionnels sur Besançon pour favoriser la prise en charge des TCA. Donc voilà, c'est quelque chose qui, j'espère, verra le jour d'ici 2026. Mais c'est beaucoup de travail, mais pour le coup, c'est complètement en phase. TCA dans le milieu du sport particulièrement ? Pas spécialement. Moi, si vraiment je devais m'axer sur quelque chose, ce serait plutôt la prise en charge pédiatrique chez les enfants et les adolescents, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus jeune. Et je suis convaincue, et le corps médical aussi, qu'une prise en charge précoce, ça évite quand même pas mal de complications. Et ça évite aussi un bon nombre de chronicités sur le long terme. Donc ce serait plus cette spécialité-là, mais dedans, ça inclut forcément des sportifs et des sportives, parce que c'est un milieu qui est particulièrement touché par les troubles alimentaires. Ça s'explique un petit peu, on en parlait en off, encore une fois, mais tu m'as dit un truc très intéressant, c'est le Covid, la période où on était cloisonnés chez nous, a aidé à cela ? Oui, on a vu quand même un retentissement sur les comportements des jeunes, notamment l'isolement social, le fait qu'ils n'avaient plus vraiment leur barrière de protection habituelle avec l'école, les amis, les sorties scolaires, le sport, etc., qui d'habitude les protègent un peu de ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux, de leurs propres démons aussi. Là, ils se sont retrouvés un petit peu seuls face à tout ça pour gérer ce qu'ils voyaient et ce qu'ils ressentaient. Et on a vu quand même une explosion des troubles depuis cette période. Et puis, les réseaux sociaux ont plein de beaux côtés, mais ils ont aussi ce côté assez malsain de promouvoir des comportements à risque. Et chez des jeunes qui sont extrêmement sensibles à tout ce qu'ils voient et qui passent leur journée à scroller des contenus comme ça, forcément que ça a une incidence. Est-ce que c'est facile pour Avril Laheurte aujourd'hui d'aller chercher des partenaires lorsqu'on n'est pas bankable sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire que tu fais pas 1 million de vues, tu t'affiches pas dans toutes les positions sur les réseaux sociaux. T'es une vraie guerrière, il y a du foncier derrière, il y a des difficultés aussi que tu as vécues, que tu as mises en plein jour. Est-ce que les partenaires arrivent vers toi en te disant « Ah ouais, c'est cool, cette histoire nous intéresse ». Alors, pas vraiment. J'ai la chance quand même d'avoir des partenaires, on va dire, locaux qui croient vraiment en moi et qui aiment le fait que je raconte une histoire. Parce que justement, il faut pas oublier qu'ils sont aussi vendeurs et commerciaux, mais ça crée du lien, en fait, cette authenticité et cette simplicité, en fait, et ce côté un peu moins influenceuse de réseau à promouvoir que des trucs qu'on me vend ou je sais pas quoi. Je suis vraiment attachée à promouvoir et à donner des images pour lesquelles je suis entièrement convaincue, quoi. Donc ça, je pense que ma petite communauté le sait aussi. Et au niveau local, les partenaires l'ont bien compris et ils valident complètement ça. Maintenant, on va voir ça dans la recherche de partenaires pour le gros projet off. Si ça évolue un petit peu, précédemment, c'était pas trop ça. Généralement, on me renvoie, effectivement, que je fais pas assez de vues ou que je suis pas assez suivie, donc c'est assez compliqué. Maintenant,
ben tant pis, voilà, je me dis que je fais aussi avec les acteurs locaux qui veulent bien croire en moi, et puis ça me suffit, quoi. Il y a une vraie communauté de vrais gens qui se reconnaissent en toi, qui sont là derrière. Voilà, c'est ça, que je peux rencontrer vraiment, qui viennent rouler avec moi sur des événements, ou voilà, qui viennent aussi à des interventions quand on fait des soirées à thème, des choses comme ça, donc voilà, pour moi, ça me correspond, ça me va. Pour conclure, j'ai deux questions. La première, c'est déjà, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui vit l'anorexie, le TCA ou les violences conjugales? Parce que souvent, c'est très très dur à sortir et à parler. Voici ma première question déjà, puis après je te poserai la deuxième. Ouais, c'est déjà une question assez dense. Je pense que la seule chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Que ce soit dans le cas des TCA ou des violences, en fait, l'isolement, on se l'inflige parce qu'on a l'impression des fois qu'on n'est pas légitime de demander de l'aide, ou qu'on s'en sent pas capable, enfin pour plein de raisons qui sont totalement valables. Mais il faut sortir de ça et aller en parler. Il y a plein de possibilités, il y a des associations, il y a des médecins qui sont formés à ça, il y a énormément de possibilités pour parler de ce qui va pas. Et en fait, c'est déjà un premier pas énorme qu'on fait, et on s'en rend compte qu'après, mais c'est vraiment des fois celui qui va tout changer, quoi. Donc le seul conseil que je donnerais, quoi qu'on vive, en fait, qu'on traverse, j'ai aussi beaucoup de personnes, suite à mes derniers posts, qui m'ont parlé de burn-out, etc. C'est pareil, enfin voilà, quand on rencontre une difficulté, on a tendance à s'isoler, il faut aller en parler. C'est passer ce cap-là qui va faire avancer les choses. Et la deuxième, elle est ultra sportive, donc ultra cycliste. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un homme ou une femme qui souhaite se mettre à cette discipline? Parce que c'est quand même aujourd'hui une minorité, on focalise beaucoup là-dessus. Mais c'est pas 3000 personnes au départ d'une course, c'est beaucoup moins, encore moins qui réussissent à la fin. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour sauter le pas? D'oser, de se lancer. Il y a encore beaucoup de personnes qui disent j'ai trop envie de faire la même chose et qui n'osent pas à cause de leur peur, de leur frein, de se dire je vais pas y arriver. Je pense qu'il faut commencer de façon être honnête avec soi-même et se dire non, ça j'en suis pas capable, mais peut-être que je peux faire ça. Voilà, peut-être pas se lancer sur un 1000 quand on n'a jamais fait plus de 20 km en vélo, évidemment. On en croise sur le départ des courses. Mais voilà, oser se lancer et se dire peut-être que je vais faire ça en 10, 15, 20 étapes, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer. Et en fait, généralement, les personnes qui essayent après, ça change beaucoup de choses pour eux. Donne-moi 3 mots qui peuvent représenter aujourd'hui le vélo pour toi. Le premier qui me vient, c'est liberté, vraiment. Plaisir, parce que j'ai beaucoup de plaisir sur le vélo aussi. Et je garde quand même un côté un peu compétitrice, je vois le côté performance aussi, où j'ai envie d'expérimenter ce que mon corps est capable de faire, quoi. Découvrez Avril Laheurte dans le livre Sans repères aux éditions Maya, voilà, disponible notamment sur la Fnac. Où est-ce qu'on peut te suivre, Avril? Sur Instagram essentiellement. Voilà, je suis pas très active sur les autres réseaux pour l'instant, mais essentiellement sur Insta. Merci beaucoup d'être venu passer du temps avec nous. Merci à vous. Ludivine, à bientôt. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast. Restez abonnés, ou abonnez-vous plutôt, à votre plateforme de podcast favorite. Commentez. Bien évidemment, retrouvez-nous, nous aussi, sur Instagram pour nous suivre et nous poser des questions. À très très vite. Ciao, ciao. Retrouvez toute l'actualité de l'Expert Vélo sur www.l'expertvelo.com.